Bonjour, nous allons voir ensemble les objectifs de la sémiologie générale. Les objectifs sont nombreux, donc on verra ensemble comment communiquer avec le patient, réaliser une observation médicale, savoir interroger un patient sur sa symptomatologie, analyser quelques éléments sur la fiche ou la pancarte d'observation du patient, apprendre à connaître les démarches de base de l'examen physique, et puis quels sont les examens que vous pourrez apprendre à réaliser lors de vos stages pratiques durant l'année 2021. Le premier point a une importance capitale. C'est comment communiquer avec le patient. La communication est un art. Ça s'apprend évidemment, mais ça demande un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire avoir quelques prédispositions, comment communiquer avec un patient, quelle est la faculté de tout un chacun d'avoir une bonne communication et tout ça pour aboutir à une bonne relation médecin-malade. Donc ce premier point nécessite évidemment le passage par des techniques, ce qu'on appelle les techniques de l'entretien médical. Et évidemment, la première des choses à faire avant d'aborder un patient, avant de parler ou d'interroger un patient, c'est évidemment de se présenter. De se présenter, je suis le docteur Malek, je suis docteur Intel, et la présentation du nom est tout de suite suivie par la fonction. Je suis le docteur Malek, professeur, chef de service, où je suis un tel résident du service, où je suis un tel externe du service ou interne, etc. Et la meilleure des façons pour que les gens ne se trompent pas sur votre compte et ne vous prennent pas pour une autre personne, soit dans la fonction, soit dans autre chose, c'est de porter bien sûr un badge. Et le badge que vous portez, évidemment, peut vous donner cette impression avec le nom, le prénom, la fonction, le logo euh, de l'hôpital et bien sûr l'idéal c'est d'avoir votre photo affichée sur ce badge. Donc évidemment si vous portez une blouse, vous portez un stéthoscope également, c'est évident que le patient vous prendra pour un médecin, mais il faut absolument décliner votre identité et votre fonction devant tout patient. Et bien sûr, le badge reste une évidence importante. Regardez bien, quand vous avez votre nom, l'identité, l'appartenance, le CHU, ou telle faculté, ou tel hôpital, ou telle clinique, etc., c'est extrêmement important pour le patient. Ceci étant dit, les techniques donc, de l'entretien passent évidemment par un questionnement. Ce questionnement peut être divers. Au début, vous posez des questions ouvertes aux patients. Ensuite, les questions sont bien ciblées, directes par rapport aux symptômes avec lesquels le patient s'est présenté ou pour lequel il s'est présenté à l'hôpital, etc. Donc nous reviendrons sur tous ces aspects de l'interrogatoire dans le prochain cours de l'examen clinique. Le troisième point, et qui est aussi important, c'est le silence. Il faudrait que l'endroit dans lequel vous travaillez, le cabinet de consultation ou la salle de consultation ou aux urgences, etc., etc., il faudrait observer un silence. Ce silence vous permettra de discuter avec le patient dans d'excellentes conditions et aussi d'entendre à l'auscultation les bruits adéquats, etc., etc. Et bien sûr, quand il y a du silence, ça permet un apaisement chez le patient et évidemment, vous n'imaginez pas donc une salle de consultation où il y a beaucoup de bruit, ça suppose qu'il n'y a pas
de son, qu'il n'y a pas de sonnerie, qu'il n'y a pas de radio allumée, etc., etc. Bon, ça dépend. Dans certaines situations, on peut mettre une musique douce dans une salle d'attente. Dans les endroits où on fait beaucoup plus de la psychothérapie, la psychologie, etc. Mais en général, il y a un silence complet et c'est primordial. Évidemment, si vous êtes à côté, par exemple, d'une route très fréquentée, etc., il faut envisager donc euh, des moyens tels que donc un double vitrage ou autre chose qui pourrait vous isoler de l'extérieur. L'empathie, nous en avons discuté longuement du dernier cours dans la relation médecin-malade, c'est en fait de se placer à la place du patient et de ressentir ce qu'il ressent. On en a longuement discuté, vous pouvez revenir donc sur le cours précédent pour avoir plus de détails sur cet aspect-là. Et évidemment, vous avez l'interprétation et la discernation qui sont primordiales également chez vous, bien sûr, et c'est vous qui euh, permettez donc d'interpréter ce que dit le patient et évidemment de faire une discernation, c'est-à-dire si le patient comprend ce que vous êtes en train de lui dire ou les questions que vous êtes en train de poser, sinon, évidemment, vous ferez votre interrogatoire avec une tierce personne. On est toujours dans la communication et évidemment, en même temps que vous posez des questions, vous êtes en train d'observer le patient, de l'écouter, de l'évaluer et bien sûr d'essayer de comprendre, mais tout ça doit se faire dans un cadre de respect total. Je vous ai dit au début, lors du premier cours, que le respect est indispensable pour une bonne relation médecin-malade. Donc on appelle toujours un patient par son nom ou par son prénom et on évite de mettre une étiquette sur un patient tel que par exemple c'est le patient diabétique ou c'est la sclérodermie ou c'est le tuberculeux ou c'est le Covid, etc., ou la Covid, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que il faut éviter de mettre une étiquette ou d'appeler un patient par une maladie. Ça rentre dans la discrimination et c'est très mauvais pour vous et pour le patient. Et quand je parle de l'observation, c'est-à-dire il faudrait regarder donc le plus important chez le malade. Je vous ai mis l'exemple de la marche. Donc il peut boiter, il peut donc faucher son membre inférieur en marchant dans le cadre d'une hémiplégie, d'un séquelle d'un accident vasculaire cérébral. Il peut marcher comme un parkinsonien avec de petits pas, une démarche à petits pas, avec donc un tremblement des mains. Tout ça fait partie de l'observation. Donc vous pouvez regarder également le visage du patient, la mimique, observer, écouter la parole du patient, le timbre de la voix, etc. Tout ça, bon, vous voyez également l'aspect général, est-ce qu'il est amaigri, est-ce qu'il est obèse, est-ce qu'il a une surcharge pondérale, bien sûr, en ayant une observation globale, ensuite vous aurez à objectiver ce symptôme ou le rendre plus objectif par des mesures adéquates qu'on verra donc plus tard. L'écoute, donc c'est un outil qui est parfois négligé, mais qui a son importance. Et la première des choses que le patient, sur laquelle il vous jugera, c'est savoir écouter. Et l'écoute est un art et quelque chose d'indispensable dans la relation médecin-malade et surtout dans l'examen clinique. La première étape de tout entretien, c'est d'écouter le patient, pourquoi il s'est présenté à votre consultation, à l'hôpital ou aux urgences. C'est indispensable. Si vous n'écoutez pas, si vous n'avez pas cet élément, vous risquez de passer à côté de votre examen et de votre objectif. Bien. Deuxième point dans les objectifs de la sémiologie générale, c'est en fait réaliser une observation médicale. Et l'observation médicale peut être réalisée sur un dossier papier ou un dossier informatisé, évidemment en fonction des moyens de tout un chacun. Et le dossier donc informatisé est très important parce qu'il peut être partagé avec des collègues de la même spécialité ou des collègues
différents, par exemple de radiologie, de la biologie, de la napath, etc. Si vous avez un dossier papier, donc vous êtes obligé à chaque fois de reporter par écrit et d'envoyer des courriers. C'est plus lent et c'est plus difficile. Mais les deux marchent, quoique maintenant, majoritairement, il faut qu'on ait un dossier donc, informatisé qui est plus pratique et plus facile à. On arrive au point de l'observation médicale et durant donc, cet aspect-là, ou durant cet acte, vous devez donc avoir un certain nombre donc, de- de- donc, d'étapes à suivre scrupuleusement. La première, c'est de noter le motif d'hospitalisation. Vous décrivez un peu ce qui s'est passé avant l'arrivée du patient chez vous, donc c'est l'histoire de la maladie. Vous notez donc en détail tout ce qui s'est passé de la naissance jusqu'au moment où le patient est arrivé chez vous, donc ses antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux si c'est une dame, psychiatrique, ainsi que tout ce qui s'est passé chez les membres de la famille, donc l'état général du patient, ses habitudes de vie, ses habitudes toxiques, est-ce qu'il fait du sport également, est-ce qu'il est sédentaire, et puis sa situation, son état civil, familial, est-ce qu'il a des enfants, quelle est sa profession, parce qu'il y a des maladies aussi professionnelles à prendre en considération, et tous les traitements, qu'ils soient actuels ou anciens, les vaccinations subies par le patient, la notion d'allergie ou une allergie avérée. Je vais vous donner un exemple de tout ça, d'une manière assez succincte. Regardez sur le motif d'hospitalisation, on met Monsieur Intel, BA, qui se présente en consultation pour un amaigrissement. Donc le motif d'hospitalisation est l'amaigrissement. Ensuite, on pose un certain nombre de questions et on s'aperçoit que le début de la maladie remonte à 2 mois et qu'il y a d'autres symptômes qui accompagnent cet amaigrissement, à savoir l'anorexie et la constipation. Et bien sûr, le patient, pendant les 2 mois, a sans aucun doute vu des médecins, mais en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être dans cette période, il faudrait donc profiter pour voir s'il y a eu des traitements, s'il y a eu des examens complémentaires, bien sûr qu'il ne faudrait pas refaire s'ils ont été réalisés chez le patient. Ensuite, on note dans ses antécédents qu'il a eu une appendicectomie en 1999 et qu'il y a une hospitalisation en 2000 pour pneumonie. Bon, l'idée c'est de voir si ces antécédents auraient un rapport avec le problème actuel ou non. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'une maladie chronique ou d'une maladie qui pourrait exister depuis longtemps, mais dans ce cas précis, on peut dire que il n'y a pas une grande relation entre l'appendicite et la constipation actuellement, et la pneumonie et également l'amaigrissement dans cet état de fait. Sur le plan familial, c'est plus intéressant. On voit que son père est décédé suite à un cancer du côlon. Et là, tout de suite, vous serez bien sûr dans une situation plus adéquate. Vous aurez plus de, de renseignements, plus de connaissances médicales. Et tout de suite, on sait que le cancer du côlon a donc un terrain familial, et un patient qui a donc un amaigrissement, une constipation, avec un père qui est décédé d'un néo du côlon, il faut donc absolument éliminer un cancer chez cet individu, un cancer du côlon. C'est juste pour vous montrer qu'il y a une interrelation entre tout ce que vous faites, entre l'interrogatoire, les symptômes existants actuellement, les antécédents familiaux, etc. Donc on note l'état général du patient, on note que ce patient également est un grand fumeur, et puis il est retraité, marié, père de 4 enfants, et enfin, donc, on sait qu'il est en train de voir quelqu'un pour le conseil anti-tabac et pour arrêter le tabac. Voilà, c'est à peu près, bien sûr, évidemment, donc vous terminez votre observation médicale. On verra tout ça en détail la prochaine fois, en résumant le cas et en donnant une conclusion. Le troisième point est
également donc d'une importance capitale, c'est l'interrogation du patient sur sa symptomatologie. Vous faites un interrogatoire bien sûr général, mais une fois que vous avez un symptôme en vue, vous avez ciblé un symptôme, ou vous avez décidé de retenir que ce symptôme est important, il faut le décortiquer et essayer d'avoir, parce qu'un symptôme n'est jamais, et généralement, n'est pas spécifique d'une maladie, il est spécifique de plusieurs maladies ou de plusieurs symptômes. Donc, le fait est de poser plusieurs questions, ça vous permettra de réduire le champ de recherche et d'avoir un diagnostic le plus proche possible. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre plus facilement. Donc, si on prend par exemple l'exemple de la douleur. La douleur, il faut la situer, voir son type, quand est-ce qu'elle a démarré ou débuté, comment elle se présente chez le patient, et pendant combien de temps, et à quel moment de la journée ou du mois ou de l'année, etc. Est-ce qu'elle est épisodique, est-ce qu'elle est périodique, est-ce qu'elle est paroxystique, etc. Donc tous ces détails-là sont extrêmement importants pour s'approcher du diagnostic de plus en plus. On va encore détailler la chose. Voilà, par exemple, si le patient vous dit j'ai une douleur abdominale, ben, la première question que vous lui posez, c'est où se situe cette douleur. Et pour vous, qui êtes médecin, qui êtes donc dans la pratique médicale, dans votre, sur l'abdomen, vous avez des cadrans. Et ces cadrans déterminent des régions, et chaque région correspond en gros, grosso modo, grossièrement, à un organe. On prend par exemple la région épigastrique, c'est l'estomac, le duodénum, le foie. Donc si ce patient se plaint ici, on peut rajouter également le pancréas. Donc vous savez que c'est les organes qui sont concernés par cette douleur sont au nombre de 3 ou 4. Si on prend par exemple la fosse iliaque droite, c'est comme l'appendice. Donc une appendicite, c'est toujours pratiquement toujours une douleur de la fosse iliaque droite au point de McBurney, etc., etc. Donc en fait, dès le moment où le patient montre ou situe la douleur, vous commencez déjà à avoir une idée plus proche de l'organe qui pourrait être responsable de cette douleur. On creuse encore et on va vers la compréhension du diagnostic. Par exemple, si vous parlez de la douleur ulcéreuse ou de l'ulcère typique, il y aura des questions sur est-ce que cette douleur est calmée par les traitements, un antiacide par exemple, oui, c'est en faveur de la douleur ulcéreuse, elle est localisée à l'épigastre sans irradiation, elle est à type de crampe, elle se situe à l'épigastre, elle est rythmée par le repas et calmée par l'alimentation et au contraire donc déclenchée par le jeûne. Par exemple, pendant le ramadan, pendant longtemps, les patients qui avaient une maladie ulcéreuse gastro-duodénale ne pouvaient pas jeûner à cause de la douleur et surtout du risque de complications telles que la perforation. Maintenant, c'est une autre histoire. On guérit l'ulcère, c'est de l'histoire ancienne. Et puis, l'évolutivité périodique, les patients présentaient des poussées de 2 à 3 semaines, donc ensuite ça s'arrêtait. Et malheureusement, en médecine, on n'a pas que des cas typiques, c'est-à-dire quand vous avez un cas typique, vous posez le diagnostic facilement. Ça pourrait se présenter par des cas atypiques dans lesquels vous n'avez pas tous les symptômes ou toutes les caractéristiques de la douleur et ça peut vous dérouter ou ça peut rendre le difficile plus, le diagnostic plus difficile. Je vous montre également, quand vous posez la question sur une douleur, il faut toujours chercher son irradiation. Et l'irradiation est un élément extrêmement important qui peut vous renseigner sur beaucoup de choses. Regardez par exemple la douleur biliaire. C'est une douleur qui se situe ici au niveau de l'hippocampe droit et qui irradie vers l'épaule droite. Si le patient a des vomissements bilieux, etc., ben, on est pratiquement sûr qu'il s'agit d'une douleur d'origine biliaire. On prend un autre exemple, par exemple, une douleur de colique néphritique rénale. C'est un patient qui vous montre une douleur à l'intérieur de l'abdomen, au niveau des régions lombaires, mais qui va irradier vers la face interne des cuisses
et des organes génitaux. Ici, le patient urine, par exemple, a une hématurie, donc il urine du sang, ou il a des douleurs, une dysurie pendant la miction. Vous êtes pratiquement dans la colique néphrétique et dans cette histoire de lithiase rénale. La douleur pancréatique est transfixiante, elle va vers le dos, les douleurs coliques descendent en bas, etc. Donc en fait, tous ces aspects d'irradiation sont extrêmement importants à rechercher et évidemment, vous allez reprendre tous ces détails dans l'uronéphrologie, la sémiologie uronéphrologique, la sémiologie gastroentérologique, etc., etc., etc. Bien, un autre exemple pour encore vous éclairer sur cet aspect de douleur et des interrogations par rapport à cette douleur. Par exemple, quand il s'agit d'une douleur articulaire, on cherche son siège et ses irradiations et il faut que le patient vous montre avec le doigt avec plus de précision. La douleur peut être aiguë, chronique, si elle dépasse 3 mois, ou subaiguë quand elle est entre les deux, et il faut déterminer si cette douleur est ancienne ou non, est-ce qu'elle rentre dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique ou non. L'horaire de la douleur est important, ça vous permet tout de suite de différencier une douleur mécanique qui survient à l'effort et une douleur inflammatoire qui survient au repos, qui s'accompagne d'un dérouillage matinal significatif qui dépasse une demi-heure. Le type de la douleur, ça pique, ça tord, ça brûle, et surtout son intensité, comme je vous l'ai dit, comme c'est un signe souvent subjectif, donc on essaye grâce à l'échelle visuelle analogique de cette réglette, de dire au patient que la douleur, elle peut être nulle à 0, elle peut être à son maximum à 10, et vous situez à peu près où est-ce qu'il ressent cette douleur, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est au nombre de 4, 5, 6, etc. Ça rend plus objectif le type de la douleur chez le patient. Quatrième élément, c'est d'analyser au lit du patient quelques éléments de la fiche de soins. Par exemple, je vous mets les pulsations, 87 par minute, la température du patient, la tension artérielle, le poids, les traitements, le bandelette, le nombre de selles, etc. Donc l'idée de ce tableau de surveillance ou de fiche de surveillance, c'est de voir chaque matin chez le patient s'il n'y a pas eu de changement par rapport au traitement reçu, d'amélioration. Par exemple, un patient qui était à 40 et qui revient à 76,8, ça suppose que le traitement antibiotique a donné une efficacité. Si le patient a un pouls normal ou au contraire il s'accélère sans raison, on recherche souvent une histoire de thrombophlébite, etc., des chiffres tensionnels. Si les chiffres tensionnels chutent brutalement, ça veut dire que le patient est peut-être en hypovolémie, est en train de faire un état de choc, le nombre de selles. Supposez que le patient reçoit de l'insuline et fait des signes d'hypoglycémie, vous arrêtez, vous diminuez les doses d'insuline, vous voyez pourquoi le patient a fait cette insuline. Ça peut être des antibiotiques, le malade présente une allergie, on arrête tout de suite l'antibiotique responsable. Donc tous ces éléments sont répertoriés chaque jour normalement, selon vos indications. Vous pouvez demander à ce qu'on surveille la température tous les jours ou toutes les 3 à 4 heures, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend de l'état du patient. Et c'est des éléments très importants dans le suivi et la surveillance des patients. La cinquième, ou le cinquième objectif, c'est les démarches d'un bon examen clinique. Et l'examen clinique, qui fait l'objet d'un cours entier, là, ou 2 cours pour être plus précis, c'est en fait réaliser un certain nombre de choses. Et dans l'examen clinique, on a essentiellement l'inspection qui mettra en relief l'aspect général du patient, son état nutritionnel, ses habitudes, sa démarche, sa posture, son élocution. Vous avez également la palpation de certains organes, la percussion et l'auscultation qui peut concerner le cœur, les vaisseaux, l'abdomen, etc. Donc en fait, vous allez voir en détail pour chaque appareil et chaque module l'examen clinique détaillé. Quand on dit examen clinique, l'interrogatoire, l'examen physique avec les signes, tous les signes fonctionnels, etc. Donc en fait,
on examine en entier un organe. Et on peut donc voir tous ces détails, par exemple en cardiologie, en maladie respiratoire, en néphrologie, en gastro-entérologie, en neurologie. Donc, durant l'année, on aura tout le temps de voir tous les détails de l'examen clinique appareil par appareil. Je vous donne un exemple simple, c'est l'inspection. L'inspection, c'est quand vous inspectez avec, bien sûr, avec vos yeux. Vous pouvez inspecter le visage, inspecter l'abdomen, le thorax, les membres, enfin toutes les parties du corps et regardez ce que vous voyez. C'est assez évident. Vous avez donc ici une cicatrice, on appelle ça une cicatrice au niveau de l'abdomen. Et bien sûr, quand vous voyez cette cicatrice, vous allez poser la question au patient pour creuser un peu plus et essayer de chercher pourquoi il a eu une intervention chirurgicale. Donc vous posez la question, le patient répond et évidemment il vous dit j'ai été opéré en 1978 et bien sûr vous ne vous arrêtez pas là. Le patient peut vous rapporter plus de renseignements. Dans ce cas précis, il disait que c'était un ulcère. Et tout de suite, les hypothèses que vous posez, c'est est-ce qu'il a eu une intervention pour faire une gastrectomie? C'était des deux tiers ou des trois quarts à l'époque, c'était le seul traitement curatif de l'ulcère qui guérissait l'ulcère, ou c'était une complication de l'ulcère, une perforation d'ulcère ou une sténose du pylore. Donc, d'autres questions sont posées et permettent de se rapprocher du type de complication. Et il s'avère que le patient a fait une perforation d'ulcère durant le ramadan. Il a été opéré sans aucune difficulté. Ensuite, évidemment, l'étape prochaine, c'est essayer de rattacher cette cicatrice ou les séquelles de cette intervention à l'état actuel du patient. Par exemple, supposez que le patient est venu dans un état d'occlusion intestinale. Tout patient qui a été opéré peut avoir des brides et ces brides peuvent être à l'origine d'occlusion intestinale. Donc, en fait, il ne faut rien laisser au hasard. Je vous ai parlé également de la dernière fois que quand vous annoncez un diagnostic, vous émettez peut-être un pronostic de la maladie. Il ne faut jamais condamner le patient et essayer de décider de tout et dire que c'est une maladie qui n'est pas curative ou dramatiser la situation. Regardez, je vous donne l'exemple de l'ulcère. À l'époque, l'ulcère était chirurgical, le traitement était chirurgical et les malades étaient dans une situation de chronicité. Et puis, à partir du moment où on a découvert que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale a un support infectieux, c'est l'Helicobacter pylori qui est responsable de cette maladie. Donc, le traitement médical qui associe des antibiotiques et un anti-H2 permet maintenant de guérir complètement la maladie ulcéreuse. Donc, dans les années 70, on disait que ça ne guérissait pas, mais maintenant, ça guérit complètement. Et c'est le cas de beaucoup de cancers, beaucoup de maladies chez lesquelles on a trouvé un traitement. Donc, il ne faut pas dramatiser. Et deuxièmement, il ne faut pas fermer toutes les portes, laisser l'espoir chez tous les patients. Un autre exemple pour la palpation, c'est la palpation des poux. Donc, vous avez le pouls radial, cubital, huméral, pédieux, tibial postérieur, fémoral. Et bien sûr, vous palpez le pouls, vous pouvez ausculter également le souffle si vous avez une sténose, et ça fait partie de l'examen cardiovasculaire du patient. On termine enfin par cette situation, c'est-à-dire les examens que vous pouvez réaliser. Vous allez apprendre à réaliser une injection sous-cutanée, intramusculaire, une prise de sang, l'IDR à la tuberculine, comment réaliser une glycémie capillaire, prendre la tension artérielle chez les patients, et évidemment regarder comment on fait une ponction pleurale, une ponction d'acide, une ponction lombaire, la préparation du perfusion, comment on évalue la gazométrie ou les gaz du sang chez le patient. Tout ça, vous l'apprendrez au cours, Inch'Allah, de votre passage dans les différents services, si bien sûr la Covid ou cette pandémie nous permettra de le faire. Donc,
je dirais que, en conclusion, que l'apprentissage de la sémiologie médicale est un processus complexe qui passe par l'acquisition de plusieurs compétences. L'acquisition du savoir, il s'agit donc de connaître les éléments théoriques indispensables à la compréhension de la sémiologie. L'acquisition d'un savoir-faire, il s'agit de développer une habilité technique à réaliser un examen physique, que ce soit dans les étapes d'inspection, de palpation, de percussion et d'auscultation, et savoir transposer, traduire en termes médicaux compréhensibles par ses pairs les données constatées lors de cet examen physique. Et enfin, l'acquisition d'un savoir-être, l'attitude face à un patient en termes compréhensibles par le patient, de gestes réalisés, d'adaptation à la personnalité et le vécu du patient pour réaliser un bon examen clinique. Enfin, c'est un certain nombre d'ouvrages que vous devriez donc acquérir pour vous permettre d'acquérir plus de- de- d'éléments sur le plan clinique, théorique, culture médicale, etc. Donc c'est la sémiologie médicale, le livre tout à fait à gauche, le guide de l'examen clinique, où vous avez un abrégé également de sémiologie médicale, et un livre de poche que vous pouvez utiliser le plus souvent. Et je vous remercie pour votre attention.